Mes amis. Et quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire, d'immigration, d'Europe, du Vieux-Port à Saint-Loup en passant par le Panier. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, j'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Des Marseillais. Je vois quoi? Je vois des Français. Bizarre en fait. Est-ce que tu manifesterais ton soutien à l'équipe de France par exemple? Non. Non. Je suis algérien. Je suis en France. Algérien, en fait. Je suis pour faire mon avenir. Mais je suis pas pour la France, je suis pour l'Algérie, frère. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la mort. Mais ici, t'es sur les Champs-Élysées, c'est une avenue française. Je suis là, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ça la France, non? Nous les meilleurs, mon frère. Mais je suis pas pour la France. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour la France? On a des origines en fait. On a des origines, frère. Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous nous chantez? Je voulais chanter une chanson en fait. Ça veut dire quoi? Je parle pas français monsieur. Arabia Ziek, ça dit quoi? عربية نهضروا غير العربية ثلاثة إن شاء الله نتعلموا مع الوقت. Une chanson pour mon pote, il est en prison. Ben, ça sert à ça. Pourquoi il est en prison? Parce que il est parti des الناس كي كانت تقرا انا كنت راقد في الكلاس الله غالب. صاحبي راك خارج اليوم سلم لي على الحرية وديك الخاين احكي لي الهموم يا سوليتك عليا قول لها رأوف مجنون اختي سباب وانتيا ولا يخمم راه مطيور نار وشاعلة مر القرية ويلا مت فهاد السيلون زور امي صبري. C'est long un peu là, c'est long. وليدك مظلوم. Super long comme chanson. Bonjour, bienvenue sur apprendre-l'arabe.fr pour cette vidéo consacrée aux prénoms arabes. Farida, unique. Raïssa, Raïssa, présidente. Rachida, censé. Samia, éminente. Kenza, trésor. Leila, nuit. Malika, reine. Nahla, abeille. Bonjour, bienvenue sur apprendre-l'arabe.fr pour cette vidéo consacrée aux prénoms arabes et à leur traduction. Tayyib, Tayyib, veut dire généreux. Adil, Adil, juste. Karim, généreux. Nabil, noble. Mourad, désiré. Nasser, victorieux. Nour, lumière. Abdallah, serviteur de Dieu. Pour tous les prénoms qui commencent par Abd, Abdallah, Abdelkader, Abdelhamid, Abd veut dire serviteur. Ensuite, vous utilisez la traduction du prénom. Abdallah, serviteur de Dieu.
C'est un monument qui est connu, qui est international, donc moi je trouve ça plutôt chouette et dommage qu'il l'ait enlevé. Je me sens européenne. Pour moi, l'Europe, c'est un pas vers le monde. C'est pas mondial, mais c'est le pas qui va vers le monde. Donc oui. Il aurait fallu qu'ils mettent le drapeau français avec. La France fait partie de l'Europe, mais ici, c'est pas l'Europe. Pour moi, il n'y a pas de polémique. Que le drapeau européen soit mis le 1er janvier parce qu'on a la présidence de l'Europe, je trouve ça normal aussi. Mais là, ce qui nous étonne, c'est qu'il n'y a plus du tout de drapeau là. Là, c'est étonnant. Ils ont tout enlevé en fait. Il n'y en a pas toujours, vous savez ça ? Ah non, on croyait qu'il y avait toujours le drapeau français ici. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, se regarder ensemble dans la même direction. Quelques vers d'Antoine de Saint-Exupéry, en français, pour célébrer l'Union européenne. À Strasbourg, Ursula von der Leyen a lancé la conférence sur le futur de l'UE. Au programme, questions-réponses entre dirigeants et un public en visioconférence Covid oblige, et discours officiels. Pour Emmanuel Macron, l'occasion d'évoquer les critiques faites à l'Union, en premier lieu sa mauvaise gestion de la pandémie. Ce procès de l'Europe fait chaque matin. Cette espèce de défaitisme ambiant consiste à dire l'Europe, regardez, n'est pas au rendez-vous, nous n'y sommes pas. Je leur réponds qu'au contraire, dans cette crise, c'est un modèle européen qui s'est affirmé. Le président de la République est rejoint par le président du Parlement européen. Ce dernier reconnaît quand même certaines faiblesses. Lorsque l'Europe a conscience de ses compétences, elle répond efficacement, rapidement et de façon cohérente. Mais quand l'Union européenne se retrouve dans une situation critique et doit improviser, elle est alors en difficulté. Le 9 mai, jour de l'Europe, les États membres commémorent la déclaration Schuman du 9 mai 1950. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Le discours, à l'initiative de la réconciliation franco-allemande, est considéré comme le texte fondateur de l'Union européenne. J'étais venu ici vous dire que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter, vous l'avez compris, sur ma détermination. Je vais, moi, dans les jours et les semaines qui viennent, aller chercher un par un la confiance de nos compatriotes pour pouvoir agir dans les années qui viennent, pour notre pays, pour notre Europe, comme j'ai tâché chaque jour de le faire durant les 5 années qui viennent de s'écouler et qui sont en train de finir. Et je le fais parce que j'aime ce qu'est notre pays, j'aime nos régions, nos terres, leur diversité, leur force. J'aime l'esprit qui souffle sur notre sol, la sève qui est la nôtre, celle de nos valeurs, de notre ambition. J'aime nos colères et nos impatiences. Et je pense que tout cela a un rêve formidable qui nous réconcilie et nous transporte. C'est le rêve européen. Voilà ce que j'étais venu vous dire en concluant. Vive la Bretagne, vive la République, vive la France et vive l'Europe! Ouais, bravo, bravo. Aux urnes, qui allez-vous devoir départager au second tour? BFM TV et RMC sont en mesure de vous annoncer que les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en 3e position à 20,2% des voix, suivi d'Éric Zemmour à 7,1%, Valérie Pécresse en 5e position à 5,1%. Depuis toutes ces années que je surveille les bureaux de vote, je me suis toujours demandé comment mes adversaires allaient essayer de tricher. La bonne nouvelle, c'est que les opportunités de triche sont rares. La mauvaise nouvelle, c'est que parfois, il est possible de tricher. Je vais donc vous expliquer comment tricher et les parades qui existent pour déjouer la fraude. Restez bien jusqu'au bout, je garde le meilleur pour la fin.
Pour faire le crime parfait, vous savez comment ça se passe. Il faut un mobile et une occasion de tricher. Alors le mobile, c'est simple. Seuls les candidats et leurs soutiens peuvent avoir envie de tricher. Mais quand vous rajoutez l'occasion de tricher, ça réduit drastiquement le potentiel de triche. Pour trouver quand il est possible de tricher, il faut donc connaître le circuit de remontée des résultats. Je vous ai donc préparé une infographie pour illustrer mes propos. Sur cette image, j'ai divisé les opérations de vote en deux catégories. À gauche, en bleu, les remontées des résultats sortis des urnes. À droite, en rouge, la restitution des résultats par type d'élection. Pour tricher sans que ça se voie, sinon ça n'a pas d'intérêt, il faut maîtriser à la fois la remontée des résultats et la restitution des résultats. Ainsi, un candidat au régional, au départemental ou aux législatives n'a pas de possibilité de tricher puisqu'il ne maîtrise pas la remontée des résultats. Il est comme vous et moi, il ne peut que constater les résultats officiels. Vous l'aurez compris, pour tricher, il faut se positionner sur une case où arrive une flèche bleue et d'où part une flèche rouge. Et le premier cas de figure qui se présente pour tricher est tout en bas, c'est le bureau de vote. En effet, c'est là que se passe le dépouillement des urnes, là où une éventuelle triche serait la plus concrète. Néanmoins, la procédure de dépouillement des bulletins de vote est tellement bien faite qu'il est quasiment impossible de tricher à ce niveau-là sans que ça se voie. Et je dis bien sans que ça se voie, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La première technique de triche que je vais vous dévoiler est relativement simple à mettre en œuvre et intervient au niveau des bureaux de vote. La fraude consiste à bourrer les urnes et à rajouter autant de signatures que vous avez rajouté de bulletins dans l'urne. Mais attention, cette méthode n'est possible que si vous ou vos représentants êtes les seuls à être présents dans le bureau de vote. S'il n'y a ne serait-ce que 2 candidats différents de représentés, c'est mort. Celui qui ne triche pas verra forcément l'autre tricher, sauf s'il est sous somnifère, bien évidemment. Mais être seul de représenter dans un bureau de vote ne veut pas dire que c'est open bar pour la triche. En effet, vos adversaires savent qu'il n'y a qu'un seul candidat de représenter dans ce bureau de vote, et donc, s'il y a un doute, c'est ce bureau de vote qu'ils y ont vérifié en premier au niveau des signatures. Alors rassurez-vous, je ne dévoile là aucun secret. Cette technique de fraude est très connue au sein des bureaux de vote. D'ailleurs, chez nous, on appelle ça la méthode Manuel Valls, du nom d'un ancien Premier ministre qui a été élu député avec cette méthode de triche. Simplement, le juge a estimé que oui, il a triché, mais apparemment pas assez pour remettre en cause sa victoire. Bon, c'est une façon de voir la justice. Deuxième étape de triche possible, au niveau de la mairie, pour ce que j'appellerais la triche du facteur. Dans la pratique, la mairie additionne les résultats de tous les bureaux de vote et permet ainsi aux personnes présentes de connaître le résultat au niveau de la commune sans attendre qu'il soit publié dans les médias. Du point de vue de la triche, il s'agit de modifier les résultats du bureau de vote entre le moment où ils quittent le bureau de vote et le moment où ils arrivent à la mairie. C'est une technique un peu grossière, mais face à des amateurs, ça peut passer. Pour éviter cette triche, il suffit de photographier avec votre smartphone la feuille de résultats signée par le président du bureau de vote. Quelques secondes suffisent, n'hésitez pas à jouer des coudes pour prendre la photo. Ensuite, vous n'avez plus qu'à envoyer la photo à votre candidat attendant en mairie. Celui-ci n'a alors plus qu'à additionner les scores de tous les bureaux de vote et vérifier ainsi les additions réalisées par les agents de la mairie. C'est très facile à faire, c'est des maths de base à la portée de tout le monde. Dans la plupart des communes, il y a seulement quelques bureaux de vote, souvent peu de candidats, et rarement plus d'un millier de voix par candidat et par bureau. Et si par hasard vous n'êtes pas représenté dans un des bureaux de vote, rassurez-vous, d'autres candidats y sont généralement représentés et feront la vérification à votre place. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui reste sur notre graphique? Il reste la préfecture. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas trop comment se passe la remontée des résultats dans les préfectures. Mais je vois pas trop comment on pourrait y tricher,
vu que les résultats sont déjà connus à l'échelle des villes. Enfin, dernière possibilité de triche, le ministère de l'Intérieur, dont il faut comprendre le rôle clé dans les élections. C'est en effet le ministère de l'Intérieur qui centralise tous les résultats issus des préfectures pour les reverser à destination des villes, des régions, des départements, des cantons et des circonscriptions. Et pour les candidats de toutes ces collectivités, inutile de demander au ministère de l'Intérieur de tricher pour eux. Le ministère de l'Intérieur n'y aurait aucun intérêt. Mais le ministère de l'Intérieur restitue aussi les résultats d'une autre élection que je n'avais pas encore affichée sur le graphique, et que j'affiche maintenant tout en haut. Il s'agit bien sûr de l'élection du président de la République. Et si tricher à une élection locale peut en amuser certains, cela devient beaucoup plus scandaleux quand il s'agit des présidentielles. Alors comment pourrait tricher le ministère de l'Intérieur? Eh bien en utilisant une technique très connue, celle de la double comptabilité. Pour que ce type de fraude soit efficace, il faut deux conditions. Être rigoureux dans la triche, parce que si vous trichez n'importe comment et que vous êtes contrôlé, vous serez grillé. Deuxième condition, la modération dans la triche, afin de ne pas attirer les soupçons. Et c'est souvent là que les petits entrepreneurs se font avoir. Parce que si vous déclarez une paye de smicard et que vous roulez en Ferrari, les gens vont causer, ça arrivera jusqu'aux oreilles de la police, qui constatera une différence entre vos déclarations d'impôts et votre train de vie. Donc la fraude à la double comptabilité, vaut mieux la faire avec modération. Mais est-ce vraiment intéressant de prendre autant de risques pour un gain pas si conséquent? Pour les entrepreneurs, pas sûr. Mais pour une présidentielle, ça peut être le jackpot, à une condition toutefois que les résultats soient très serrés entre les candidats. Je viens de vous le dire, si vous trichez trop, ça se verra. La fraude à la double comptabilité aurait alors deux grands avantages. Le premier, c'est le calendrier politique. En cas de résultats serrés entre plusieurs candidats, les perdants auraient tout intérêt à réclamer un recomptage des voix. Mais quand une élection dure depuis plusieurs mois, tout le monde souhaite en voir la fin. Un candidat qui s'estimerait lésé serait alors accusé d'être un mauvais perdant et de retarder la campagne pour un second tour ou de retarder la mise en place d'un gouvernement en cas de triche à un second tour. Le deuxième avantage de la fraude à la double comptabilité, c'est que si on commence par recompter chaque bulletin, non seulement ça prendrait un temps fou, ce que le peuple ne supporterait pas, mais surtout ce recomptage ne servirait à rien, puisque la fraude ne se situerait pas au niveau des bulletins, mais au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous imaginez vraiment le ministère de l'Intérieur dire « Oui, bien sûr, la triche peut venir de chez moi, venez, entrez, venez vérifier mes ordinateurs ». Je doute que ce soit aussi simple et aussi rapide. Et même en ayant accès aux ordinateurs du ministère de l'Intérieur, même en recomptant les résultats transmis par les préfectures, ça ne prouverait pas forcément la fraude si l'ordinateur en question est programmé pour afficher le résultat attendu par le tricheur. La question est donc de savoir comment se passe la remontée des résultats au ministère de l'Intérieur. Si le travail est fait par ordinateur, il y a à coup sûr peu de témoins. Et si en plus le travail de ces témoins est compartimenté, une fraude serait bien difficile à prouver. J'ignore à quel point une triche par double comptabilité serait possible au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est qu'avec l'informatique et l'intelligence artificielle, il est très facile de générer un faux résultat final à partir d'une base de données certifiée. Dernier point sur ce type de fraude au présidentiel, il n'y aurait rien à attendre des sondages pour éclaircir les résultats, vu que le principe de la fraude à la double comptabilité est que les résultats soient très serrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un j'aime, un commentaire et un abonnement pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!